Voici le chef Madou, un milliardaire puissant, respecté et dangereusement intelligent, mais un jour, il a commis l'impensable. Il a fait semblant d'être aveugle, juste pour tester la loyauté de sa femme. Elle avait toujours dit qu'elle l'aimerait quoi qu'il arrive, mais lorsqu'elle a compris qu'il ne voyait plus, tout a basculé. Restera-t-elle fidèle ou le trahira-t-elle d'une manière qui vous laissera sans voix? Eh bien, découvrons-le dans cette histoire inoubliable d'amour, de tromperie et de douloureuse vérité. Mais avant de plonger, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce puissant voyage de leçons, de chagrin et de justice poétique. Prenez place car la suite vous bouleversera. Entrons dans le vif du sujet. La pluie tombait doucement devant le manoir Okonkwo, effleurant les larges baies vitrées, comme un doux rappel que même les toits les plus luxueux ne pouvaient résister aux tempêtes de la vie. Ce soir-là, le chef Madou Okonkwo était assis dans son bureau privé, le regard perdu dans le vide, fixé sur la cheminée. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il tenait un verre de vin intact. C'était un homme qui avait bâti des empires, l'immobilier, le pétrole, la technologie, mais dans cette pièce silencieuse, entourée de richesses, il se sentait comme un mendiant posant une question. M'aime-t-elle vraiment? Doris, sa femme, belle, intelligente, et de 30 ans sa cadette. Lorsqu'il l'épousa, les gens murmurèrent. Certains disaient qu'elle en voulait à son argent. D'autres prétendaient qu'elle attendait simplement son testament. Mais Doris avait toujours été convaincante. Ses larmes, ses caresses, ses constantes déclarations d'amour. Elle avait dit un jour devant tous leurs amis, lors de son dîner d'anniversaire, « Même si tu deviens aveugle demain, je ne te quitterai jamais. Je ne regarderai plus jamais un autre homme. Je t'aimerai jusqu'à la fin. » Les invités ont applaudi. Madou sourit ce jour-là, mais au fond de lui, il se demandait si ses paroles n'étaient pas répétées. Maintenant, des années plus tard, il était enfin prêt à le découvrir. Le lendemain matin, le chef Madou convoqua son médecin de confiance, le docteur Ease. « Chef, vous allez bien ?» demanda le médecin, l'inquiétude dans le regard. Le chef Madou leva lentement les yeux. « Je veux que tu m'aides à mener une expérience. J'ai besoin que tu dises à ma femme et au monde que j'ai perdu la vue. » Le docteur Ease cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Tu veux faire semblant d'être aveugle? »« Oui, » dit fermement le chef. « Je veux tester la loyauté de ma femme. Je dois voir si elle m'aime vraiment, moi ou l'homme que j'étais. » Le docteur Ease se rassit, incrédule. « Chef, c'est dangereux, émotionnellement, psychologiquement. Et si j'avais pris ma décision? J'ai déjà prévu du personnel temporaire pour couvrir votre emploi du temps. Vous serez bien rémunéré pour votre rôle. J'ai juste besoin que vous fassiez comme si vous m'aviez diagnostiqué une lésion rétinienne permanente. » Le docteur Ease soupira et hocha lentement la tête. « Vous avez toujours été un homme sage, chef. Je vais le faire. Mais je prie pour que vous ne regrettiez pas ce que vous trouverez. » 2 jours plus tard, Doris revenait d'un week-end de cure thermale. Elle entra dans leur manoir avec un sourire radieux, des sacs de course à la main. « Chérie, j'ai acheté ce parfum italien que tu aimes. » Elle marqua une pause en le voyant assis tranquillement sur le canapé du salon, lunettes noires aux pieds, une canne à ses côtés. « Madou, que se passe-t-il » demanda-t-elle en se précipitant vers lui. Le chef Madou n'a pas levé les yeux. « Je suis allé à l'hôpital, Doris. Mes yeux. Il y a eu un problème. Le médecin a dit que c'était permanent. Je ne vois plus. » Elle resta figée quelques secondes. Ses yeux le scrutèrent de haut en bas. Il tenait un verre de vin, sa raideur, son expression lasse. « Tu plaisantes, » dit-elle en essayant de rire. « Allez, Madou, ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas, » dit-il doucement. « Je suis aveugle. » Silence. Elle s'assit lentement à côté de lui et lui prit la main. « Je ne comprends pas comment. Tu allais bien la semaine dernière. Ils ont parlé de lésion du nerf optique. C'est rare, soudain, irréversible. » Doris cligna rapidement des yeux. L'incrédulité sur son visage se transforma peu à peu en autre chose. Ni inquiétude, ni compassion, mais calcul. Mais quand elle parlait, sa voix était douce comme du miel. « Alors je serai tes yeux, mon amour, » murmura-t-elle en lui caressant la main. « J'ai fait un vœu. Tu te souviens ?» Il a souri doucement, mais ça n'a pas touché son cœur. « Oui, je m'en souviens. » Ce soir-là, elle lui prépara son plat préféré, de l'ofan sala et de l'igname pilé. Elle le nourrit même elle-même, soufflant doucement sur chaque cuillerée comme une nourrice aimante. « Ah » roucoula-t-elle.
Tu vois, je sais toujours comment prendre soin de mon homme. Le chef Madou rigola, il joua le jeu, mais au fond de lui, il l'observait, il attendait. Plus tard, dans le noir, elle l'aida à se coucher. « Tout ira bien », murmura-t-elle en s'allongeant à côté de lui. « Je suis là, et je ne vais nulle part. » Mais après qu'elle eut éteint la lumière, il entendit sa respiration changer. Elle n'était plus calme, elle réfléchissait, planifiait. Et le chef Madou, les yeux fermés et sous le poids de son acte, savait que le véritable test ne faisait que commencer. Il se disait « L'amour, ce n'est pas ce que l'on dit quand le soleil brille, c'est ce qu'ils font quand l'obscurité arrive. » Et pour la première fois depuis longtemps, il pria. Non pas pour la guérison, mais pour la vérité. À la fin du premier mois, le chef Madou avait mémorisé chaque bruit de la maison, chaque pas, chaque voix, chaque murmure. Sa cécité avait aiguisé ses autres sens, et il écoutait désormais avec un niveau de détail qui le choquait lui-même. Doris, à cette époque, jouait encore l'épouse parfaite. Elle s'assurait que le personnel lui parlait avec douceur. Elle le guidait dans la maison comme une aide-soignante dévouée. Parfois, elle lui massait même les épaules en murmurant « Tu es toujours le plus bel homme que je connaisse, mon amour. » Mais quelque chose clochait en elle. Madou le sentait. Son affection semblait mécanique, comme si elle suivait un scénario auquel elle ne croyait plus. Puis la première fissure apparut. Un après-midi tranquille, alors que le chef Madou était assis sur la véranda, faisant semblant de faire la sieste, il l'entendit au téléphone. Son ton était feutré, excité, mais pas celui d'une épouse qui parle de son mari. « Non, non, ne t'inquiète pas, » rigola-t-elle. « Il ne voit plus rien. Je te jure, il est complètement aveugle maintenant. C'est comme vivre avec une statue sans vie. » Un silence, puis un rire. Les doigts du chef Madou se resserrèrent autour de sa canne. Sa poitrine brûlait de trahison, mais son visage restait impassible, sans expression. Ce n'était que le début. Plus tard dans la soirée, elle vint le voir avec un plateau de soupe. « Ouvre la bouche, » dit-elle doucement. « J'ai fait ça juste pour toi. » Il obéit, l'observant à travers ses lunettes de soleil. Ses yeux ne le regardaient plus comme avant. Plus de chaleur, plus d'étincelles, juste de l'irritation masquée par un sourire. Ce soir-là, il l'entendit prendre une douche inhabituellement longue. De retour au lit, elle resta allongée, raide, à côté de lui, son téléphone luisant sous les couvertures. Elle ne le toucha pas, ne l'embrassa pas pour lui souhaiter bonne nuit. Il ferma les yeux et écouta. Une semaine plus tard, les choses s'envenimèrent. Tout commença avec un nouveau parfum. Doris se mit à porter un parfum audacieux et séduisant dont le chef Madou savait qu'il n'était pas fait pour lui. Il l'avait complimenté sur son parfum une fois et elle avait souri. « C'est juste un truc que j'avais remarqué. On ne le dirait pas de toute façon, » avait-elle dit avec un ton un peu trop tranchant. Peu après, elle commença à s'habiller différemment. Jupe plus moulante, couleurs plus vives, talons hauts dans le couloir le soir, longue conversation téléphonique dans la chambre d'amis et silence dès qu'il entrait dans une pièce. Un soir, le chef Madou était assis dans son bureau. Doris pensait qu'il dormait dans la chambre. Par la fenêtre ouverte, il entendit un léger coup à la porte, puis des pas et une voix d'homme. « Chérie, tu m'as manqué. »« Chut !» chuchota Doris. « Ne fais pas de bruit. Il est à l'intérieur. Je croyais que tu avais dit qu'il se couchait tôt. Il se couche très tôt. Il n'entend rien. » Ils ricanèrent tous les deux. Madou se tenait sous le bruit des coups, non pas de rage, mais de chagrin. Il jeta un coup d'œil à travers les stores et la vit, les bras autour d'un homme grand et musclé en t-shirt noir. Ils s'embrassèrent, juste là, devant le manoir. Elle le laissa entrer, dans sa maison. Il ne la suivit pas encore. Il retourna au lit et s'allongea comme si de rien n'était. 30 minutes plus tard, Doris entra dans la chambre sur la pointe des pieds et se glissa sous les couvertures. Son parfum persistait, mêlé à celui d'un autre homme. Madou gardait les yeux fermés. Il avait envie de crier, pour démolir le toit. Mais il lui fallait plus, il devait être sûr. Les jours suivants, elle devint plus négligente. Parfois, elle oubliait de lui servir ses repas. « Je suis rentrée. » Quand il posait la question, elle rétorquait sèchement. « Tu ne vois pas que je suis occupée ? Tu crois être la seule personne dans cette maison ?» D'autres fois, elle mettait la télévision à fond et dansait de manière lascive dans le salon, pensant qu'il ne la voyait pas. Un après-midi, alors qu'il faisait semblant de lire du braille près de la fenêtre, il l'entendit dans la cuisine avec la bonne. Honnêtement,
Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir le coup, dit Doris. Madame, chuchota la servante. Mais et si Olga allait mieux? Il ne le fera pas. Il est inutile maintenant. Je n'ai pas épousé un aveugle. J'ai épousé un milliardaire. Mais s'il ne peut m'offrir que le silence et la cécité, alors je trouverai ce dont j'ai besoin ailleurs. La servante ne répondit pas. Le chef Madou ne la confronta pas. Pas encore. Puis vint la trahison la plus douloureuse à ce jour. Un soir, il entendit des rires dans le jardin. Il se dirigea discrètement vers le couloir de la cuisine et se tint près de la fenêtre ouverte. Là, dans les quartiers du personnel, se tenaient Doris et Obina, leurs domestiques de 22 ans. Ils s'amusaient à se jeter de l'eau avec un seau. Puis les rires se transformèrent en flirt. Le flirt se transforma en baiser. Les genoux de Madou fléchirent. Sa femme, avec un garçon à peine en âge de boire. Ce soir-là, lorsqu'elle lui servit le dîner, il la regarda plus longtemps que d'habitude. « Doris, crois-tu que l'amour puisse survivre à tout » demanda-t-il. Elle sourit avec un sourire crispé. « Oui, bien sûr, le véritable amour peut l'être, même la cécité. » Un silence puis un léger rire. « Bien sûr, Madou, même ça. » Elle l'embrassa sur le front et s'éloigna. Et ce faisant, le chef Madou se murmura « Alors pourquoi le mien a-t-il l'air de mourir ?» Le chef Madou avait connu des trahisons en affaires, mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il voyait chez lui. Ce qui avait commencé comme un soupçon subtil s'était transformé en un véritable spectacle d'infidélité. Et le plus douloureux, tout cela se passait sous son toit. Doris ne faisait plus semblant d'aimer. Elle était devenue plus audacieuse, plus confiante. Pour elle, son mari était complètement impuissant. Un vieil homme aveugle, inconscient de la saleté, rampant dans sa propre maison. Mais le chef Madou n'était pas aveugle. C'était un homme qui voyait tout. Chaque regard furtif, chaque baiser interdit, chaque lumière de chambre éteinte trop vite, chaque mensonge murmuré. Et rien ne le blessa plus profondément que la nuit où il vit sa femme entrer dans la chambre d'amis avec Obina. Obina était un beau jeune homme mince, à la peau brune et lisse, au regard avide. Il avait été embauché 2 ans plus tôt pour faire le ménage, servir des boissons et laver des voitures. Madou avait payé l'opération de sa mère lorsque la famille du garçon n'en avait pas les moyens. Il le traitait comme son fils. Et maintenant, il partageait le lit de sa femme. Cette nuit-là, Madou avait simulé un mal de tête et s'était couché tôt. Doris le croyait profondément endormi. Vers 23h30, il entendit le grincement de la porte de la chambre d'amis et le doux bruit de pieds nus. Puis, le son caractéristique de lèvres qui se rencontrent. « Tu es sûr qu'il dort ?» chuchota Obina. « Crois-moi, » gloussa Doris. « Il est inutile maintenant. Il n'entend presque plus. » Ils ont ri. Le lit grinça. Le chef Madou serrait si fort sa couverture que les veines de sa main palpitaient. Le lendemain matin, il appela son avocat et plus proche confident, Maître Okafor, via une ligne sécurisée de son bureau. « C'est pire que ce que je craignais, » dit le chef Madou d'une voix basse et tremblante. « Où en est-on, monsieur » demanda l'avocat. « Elle couche avec un domestique, avec des inconnus. Il planifie des choses. Elle me croit impuissante, mais il est temps. » L'avocat hésitait. « Êtes-vous sûr de vouloir rendre l'affaire publique ? » « Pas encore. J'ai besoin de preuves. Des preuves irréfutables. Alors, posons le piège. » La même semaine, le chef Madou a installé des caméras discrètes autour du manoir. La plupart étaient de minuscules dispositifs à broches dissimulés dans des cadres de murs, des tringles à rideaux et même dans sa propre canne. Les images étaient diffusées directement sur un serveur privé, accessible uniquement par lui et son avocat. En quelques jours, les images s'accumulaient. Des baisers, des étreintes, conversations. Un après-midi, Madou a regardé un enregistrement de Doris assise sur le canapé avec un autre homme. Un nouveau venu. Celui-ci était chauve, musclé, avec des dents en or. Il buvait du vin et riait aux éclats. « Alors, tu veux dire qu'il reste dans la pièce toute la journée ?» demanda l'homme. « Aveugle comme une chauve-souris, » dit Doris, en croisant les jambes de manière séduisante. Parfois, je lui fais un signe de la main au visage et il ne bronche pas. C'est hilarant. Bon sang, je me serais déjà enfui. Fuir ? Non, c'est moi qui mène la danse. Elle rit et se resservit un verre. Un autre soir, le chef Madou était assis dans son jardin, celui que Doris avait l'habitude de visiter. Maintenant,
Elle évitait cet endroit comme s'il était hanté. Obina s'approcha de lui avec un plateau de jus. « Voilà votre boisson, monsieur, » dit-il poliment. « Merci, Obina, » répondit Madhu en l'observant derrière ses lunettes de soleil. « Vous avez besoin d'autre chose ? » ?»« Non, mais dites-moi, que signifie la loyauté pour vous ?» Obana leva les yeux, adouci. Il força un sourire. « La loyauté, monsieur, c'est faire ce qu'on doit, respecter ce qu'on sert. » Madhu hocha lentement la tête. Bonne réponse, mais son cœur bouillait. Le garçon ignorait que ses mensonges étaient déjà documentés, enregistrés en haute définition. Quelques jours plus tard, Doris s'approcha de Madhu alors qu'il était assis dans son salon privé, faisant semblant de se débattre avec un magazine. « Mon cœur, » dit-elle d'une voix doucereuse, « je pensais aux propriétés. Tu sais, vu ton état, il vaudrait peut-être mieux que je m'occupe de quelques petites choses pour l'instant. » Il pencha la tête. « Tu veux dire, te céder quelques biens ?»« Oui, seulement les appartements d'Abuja et la résidence de Lekki pour l'instant. Ça te soulagerait. Je serai tes yeux et tes mains. » Madhu sourit faiblement. « Apportez les documents. » Le lendemain, elle en apporta 2. Il les a signés, sachant que c'étaient de faux papiers fabriqués par son avocat. Des titres bidons, un leurre. Elle l'a embrassé ensuite. Tu ne le regretteras pas, mais il l'avait déjà fait. Plus tard dans la semaine, il l'a écouté parler au téléphone dans la salle à manger. Il l'a signé. Oui. Imaginez, cet imbécile ne sait même pas qu'il vient de me donner accès à 2 propriétés valant plus d'1 milliard. Une fois les papiers réglés, on déménage. Une pause. Oui, bébé. Je suis sérieux. Nous vendons la maison, disparaissons, et toi et moi commençons une nouvelle vie. Plus de secrets. Le cœur de Madhu se serra, non pas à cause de l'argent, mais parce que la femme à qui il avait autrefois confié son âme envisageait de vendre la maison qu'ils avaient construite et gérée ensemble. Elle n'a pas seulement trahi son corps, elle a trahi son nom, son honneur, son héritage. Ce soir-là, il se tenait devant le miroir de sa chambre, contemplant son propre reflet. Il retira lentement ses lunettes. « Voilà la femme que j'ai épousée, » se dit-il. « Voilà la vie que j'ai choisie. » Mais plus maintenant. Le piège était tendu. La caméra était en direct et le jour du jugement approchait. Dora se tenait devant le miroir de sa chambre, se maquillant en fredonnant un air. Son téléphone vibra sur la table de nuit et elle décrocha rapidement. « Bonjour, monsieur Silva. Oui, j'ai confirmé les papiers. Tout semble aller, pour le mieux. Le chef ne participera pas du tout à la transaction. Il est indisposé, dit-elle en riant. Le chef Madhu, allongé derrière elle, le dos tourné, respirait calmement. Il était bien éveillé, à l'écoute. Oui, continua Dora en s'engageant dans le couloir. Une fois la vente de la maison finalisée, je transférerai les fonds sur le nouveau compte et je disparaîtrai. Assure-toi simplement de garder le silence. Il entendit le claquement de ses talons s'estomper tandis qu'elle descendait l'escalier, sa voix devenant lointaine. Disparaître ? Le chef Madhu se retourna lentement et s'assit dans son lit, fixant la porte qu'elle venait de franchir. « Alors, ça y est, » murmura-t-il. « Elle est prête à tout prendre. » Plus tard dans l'après-midi, il convoqua l'avocate Okafor dans le salon privé. « Elle essaie maintenant de vendre le manoir, » dit le chef Madhu. « Je veux que l'acheteur soit retrouvé. Je veux que chaque conversation soit enregistrée. Je veux un filet juridique si serré que même son ombre ne puisse s'en échapper. » Mais Okafor hocha la tête d'un air sombre. « Nous approchons de la fin, chef. On passe à l'action maintenant. » Madhu secoua la tête. « Encore une nuit. Je veux la regarder dans les yeux quand elle pense que je ne peux pas. Je veux qu'elle tombe dans le piège le cœur ouvert. » Ce soir-là, Doris entra dans la chambre vêtue d'un peignoir de soie rouge, son maquillage encore frais. Elle s'assit sur le lit à côté du chef Madhu et lui caressa l'épaule. « Tu as été si silencieux ces derniers temps, » dit-elle doucement. « J'ai réfléchi, » répondit-il. « De quoi ? De qui je suis sans mes yeux ?» Elle rit légèrement. « Tu es toujours le même homme, juste un peu plus lent. » Il hocha la tête. « M'aimes-tu, Doris ?» Elle marqua une pause. « Pourquoi me demandes-tu ça ? Je me demandais simplement si l'amour avait besoin d'yeux pour survivre. » Elle se pencha et l'embrassa sur le front. « Bien sûr que je t'aime, mais ce baiser était froid et vide. Un geste répété pour distraire, non pour réconforter. Le lendemain matin,
Alors que Madu était assis dans le jardin, faisant semblant de se débattre avec son téléphone, il entendit Doris donner des instructions à la gouvernante. « Prépare mes affaires, discrètement, et n'en parle à personne. »« Je suis en voyage pour un moment. »« Madame, » chuchota la gouvernante, « vous ne le dites pas à Oga ? Oga est aveugle. Que va-t-il faire ? Me poursuivre ?» Ils rirent tous les deux. Le chef Madu serra la coudoir de sa chaise. Plus tard dans la journée, Doris accueillit un autre homme dans le manoir. Il s'appelait Kelvin. Musclé, flamboyant, vêtu de chaînes en or et de chaussures de créateur, il semblait appartenir à un club, pas à une maison. Madu, assis tranquillement dans un coin du salon, sentit l'eau de Cologne de l'homme avant même de le voir. Kelvin passa devant lui en riant. « Alors, c'est le chef, hein ? Ça n'a pas l'air de grand-chose. » « Baisse la voix, » murmura Doris. « Il est inoffensif maintenant. Il reste assis là toute la journée, comme une statue. Tu es sûr qu'il est vraiment aveugle ? Crois-moi. Parfois, je fais un signe de la main juste devant lui. » Rien. Ils rirent de nouveau. La mâchoire du chef Madu se crispa. Kelvin s'assit sur le canapé, prit Doris sur ses genoux, et ils s'embrassèrent devant l'homme qu'elle avait juré d'aimer dans la maladie comme dans la santé. Et Madu observait tout cela à travers la fine fente de ses lunettes de soleil. Ce soir-là, Doris emmena Kelvin dans leur chambre conjugale. Elle mit de la musique douce, alluma des bougies parfumées et rigola comme une adolescente. « Chut, ne t'inquiète pas, » murmura-t-elle. « Il dort profondément. » Kelvin semblait inquiet. « Et s'il se réveille ? Même s'il se réveille, que verra-t-il ? Je fais ça depuis des mois. Crois-moi, il n'est plus rien. » Elle rit et attira Kelvin plus près d'elle. À ce moment précis, la porte de la chambre du chef Madu s'ouvrit en grinçant. Doris haleta, manquant de laisser tomber le verre de vin qu'elle tenait à la main. Bon sang, il est debout. Kelvin se leva, paniqué. « Je cours ? » ?»« Non, non, calme-toi, » murmura-t-elle. « Ne dis rien. Reste immobile. Il ne nous verra pas. » Madu s'avança, la démarche raide, tapotant lentement. Il s'arrêta au bord du lit. La pièce était silencieuse. Doris murmura à nouveau. « Il tâtonne. Reste tranquille. Ne parle pas. » Madu resta immobile quelques secondes, puis il retira ses lunettes. Ses yeux, clairs, perçants, pleins de feu, rencontrèrent les siens. « Doris, » dit-il doucement, « je vois tout ce que tu as fait. » Kelvin trébucha en arrière. Doris resta bouche bée. « Attends, tu n'es pas aveugle, » bégaya-t-elle. La voix du chef Madu tremblait d'émotion. « Non, je ne l'ai jamais été. J'ai fait semblant de voir ton cœur. » Le silence s'abattit comme une pierre. « Tu as amené des étrangers dans ma maison. Tu as couché avec un buisson que j'ai nourri et habillé. Tu as essayé de vendre ma maison, mon héritage, et pendant tout ce temps, tu m'as pris pour un imbécile. » Elle est tombée à genoux. « S'il te plaît, Madu, je suis désolé, » ai-je pensé. « Tu pensais que j'étais faible, mais j'ai été patient. » Il se tourna vers Kelvin. « Sors de chez moi tout de suite. » Kelvin n'attendit pas. Il prit ses chaussures et s'enfuit. Doris lui serra la jambe. « S'il vous plaît, ne me jetez pas dehors. » Mais la porte s'ouvrit derrière eux. 2 agents de sécurité entrèrent. Le chef Madu la désigna du doigt. « Faites sortir cette femme de chez moi, qu'elle n'emporte que ce qu'elle a apporté ici, ses mensonges, sa cupidité et sa honte. » Alors qu'il la traînait dehors, elle hurlait. « Tu ne peux pas faire ça, je suis ta femme. » « Tu l'étais, » dit Madu froidement, « mais plus maintenant. » La nuit où Doris fut chassée du manoir du chef Madu résonna dans l'esprit de tous les membres du personnel comme un coup de tonnerre. Personne ne dit un mot, mais chacun savait que le maître de maison n'avait jamais été aveugle et que la maîtresse n'avait jamais été véritablement loyale. Une pluie fine tombait tandis que les gardes escortaient Doris jusqu'à la porte d'entrée, pieds nus et tremblante. Le maquillage qu'elle avait soigneusement appliqué plus tôt coulait maintenant sur ses joues, mêlé de larmes et d'humiliation. « S'il te plaît, Madu, ne me fais pas ça, » sanglota-t-elle, luttant pour garder l'équilibre sur le carrelage mouillé. Le chef Madu se tenait en haut de l'escalier de marbre, tel un roi qui aurait percé à jour les masques de la trahison. Sa voix était basse mais ferme. « Sors de chez moi, Doris. Tu as perdu ta place ici le jour où tu as cru que la cécité me rendait faible. » Doris est tombée à genoux. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire.
Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne voulais pas te blesser. » Madou secoua lentement la tête, sa canne posée à côté de lui, symbole de tout ce qu'il avait enduré en silence. « Tu as amené des hommes dans mon lit, dans ma maison. Tu t'es moqué de moi quand tu pensais que je ne pouvais pas t'entendre. Tu as comploté pour vendre tout ce pourquoi j'ai travaillé, et maintenant tu m'en dis, non pas parce que tu m'aimes, mais parce que tes plans ont échoué. » Elle pleura plus fort, mais Madou se détourna. « Tu as échoué au test de loyauté. Pars maintenant ou je te fais arrêter. » Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et les blog people. Le milliardaire Madou avait prétendu être aveugle et surpris sa femme en train de tromper son mari avec plusieurs hommes. Les images des caméras cachées avaient été divulguées par l'avocat Okafor à des médias clés, sur les instructions strictes de Madou. Certains clips étaient de flous, d'autres silencieux, mais le mal était fait. Le visage de Doris était partout. Le monde avait tout vu. « C'est honteux », murmuraient les gens dans les salons, les bureaux et les marchés. Comment aurait-elle pu faire ça? Chez lui, cet homme est sage, aussi affûté qu'un rasoir. Je le respecte. Mais à l'intérieur du manoir, le chef Madou ne ressentait aucune joie, seulement une profonde douleur sourde. Cet après-midi-là, il était assis seul dans son jardin, celui-là même où Doris lui avait un jour tenu la main et lui avait dit qu'elle l'aimerait pour toujours. Désormais, le silence autour de lui n'était plus seulement paisible, il était chargé de souvenirs. Obena était partie, renvoyée, sur liste noire, et Doris, elle, n'avait plus de famille vers qui se tourner. Tous les hommes qu'elle avait fréquentés, Kelvin, Silva, même le domestique, avaient disparu. Personne ne voulait plus la fréquenter. Justice avait été rendue, mais elle n'avait pas apaisé le cœur de Madou. Ce soir-là, l'avocat Okafor revint la voir. « Le public est de votre côté, monsieur. Les dons de votre fondation ont doublé du jour au lendemain. Les sponsors vous appellent. Les gens te voient comme un symbole de sagesse et de retenue. » Mais le chef Madou ne sourit pas. « Dis-moi, Okafor, est-ce que ça vaut le coup? Surprendre quelqu'un qu'on aime en flagrant délit de mensonge ?» L'avocat s'assit à côté de lui. « Parfois, la vérité fait plus mal que la trahison, mais c'est toujours mieux que de vivre dans le noir. » Madou hocha lentement la tête. « Je ne suis plus en colère, juste déçu. »« Tu lui as donné une chance. Je lui ai donné mon âme, » murmura Madou. Cette nuit-là, il se tenait sur le seuil de la chambre principale, autrefois partagée. Les draps avaient été changés. Les jurons et les échos persistaient. Il marcha lentement jusqu'au lit et s'assit, agrippé au bord du matelas. « Je t'aurais aimé pour toujours, Doris, » murmura-t-il à la pièce vide, malgré mon aveuglement. Sa voix se brisa et une larme coula de son œil, non pas parce qu'elle lui manquait, mais parce qu'elle ne l'avait jamais vraiment vue. Les jours suivants, Madou avança, mais prudemment. Il a créé une fondation caritative au nom de sa défunte mère, Les Yeux de la Vérité. Sa mission était de soutenir les personnes âgées abandonnées par leurs conjoints ou leur famille. Il a transformé sa douleur en un objectif. Il a également restructuré son testament, léguant une part importante de son patrimoine à la fondation plutôt qu'à une éventuelle future épouse. Le personnel a remarqué une différence chez lui. Il ne portait plus de lunettes de soleil. Il marchait d'un pas plus assuré, mais son rire, désormais rare, était réservé. Une semaine après la sortie de Doris, on frappa discrètement à la porte. Le chef des gardes ouvrit et trouva Doris debout, pieds nus, sa peau autrefois éclatante, maintenant pâle et marbrée. « Je veux juste lui parler, » murmura-t-elle. Le garde hésita, puis s'adressa au chef Madou. « Monsieur, elle est dehors. Elle a l'air d'avoir fini. » Madou leva les yeux de son journal. Il resta silencieux un moment, puis il secoua lentement la tête. « Dis-lui, je la vois plus clairement que jamais, et je ne suis plus aveugle à ses mensonges, à sa cupidité ou à ses regrets. Monsieur, devrions-nous la laisser partir, que la rue lui apprenne ce dont j'ai essayé de la protéger. » Et c'est ce qu'ils firent. Les portes restèrent fermées. Doris s'éloigna dans l'ombre qu'elle s'était créée. Les semaines passèrent. Le manoir devint plus silencieux, non pas de tristesse, mais de guérison. La tempête s'était dissipée. Les blessures, bien que profondes, commençaient à cicatriser. Le chef Madou marchait désormais la tête haute, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il avait appris. Les lunettes avaient disparu. La canne aussi. Il ne faisait plus semblant d'être aveugle. Et pourtant, il n'avait jamais vu aussi clair de sa vie.
Par un dimanche matin tranquille, il se tenait dans le jardin où les oiseaux gazouillaient doucement et où la lumière du soleil perçait à travers les arbres. Ce même jardin où Doris lui avait un jour dit qu'elle l'aimerait, même s'il perdait la vue. Les mots ne coûtent rien, murmura-t-il en se tournant vers la fontaine. Mais la vérité est chère. Sa fondation, les yeux de la vérité, faisaient déjà des vagues. Le nombre de volontaires avait triplé. Les femmes et les hommes trahis par leurs proches avaient désormais un lieu où aller, guérir, respirer. Il avait transformé la douleur en but. Plus tard dans la journée, il rassembla son équipe dans le hall principal. Il se tenait là respectueux, incertain de ce qui allait arriver. « Beaucoup d'entre vous ont vu ce qui s'est passé ici », dit-il d'une voix assurée. Certains d'entre vous le savaient peut-être. Certains sont restés silencieux. Mais aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez d'une chose. La loyauté ne se mesure pas à ce que l'on dit quand les lumières sont allumées. C'est ce qu'ils font quand le monde s'assombrit. Il marqua une pause. J'ai fait semblant d'être aveugle, mais c'est dans cet aveuglement que j'ai vu la vérité. Et maintenant, je n'ai plus peur de l'obscurité, car je sais qui est vraiment à mes côtés. Le personnel applaudissait doucement, certains en larmes. Plus tard dans la soirée, il était assis seul près de la cheminée, son journal à la main. Il a écrit « Elle a échoué à l'examen non pas parce que j'étais devenu aveugle, mais parce qu'elle n'avait pas de yeux pour l'amour. Elle ne voyait que la richesse, le pouvoir et les opportunités. Mais j'ai des yeux maintenant, non seulement pour voir les visages, mais pour voir les âmes. » À la tombée de la nuit, le manoir brillait d'une douce sérénité. Devant les portes, la ville bourdonnait. Mais à l'intérieur, le chef Madou était calme. Il avait perdu une femme, mais il avait retrouvé la vue et la vérité. Et dans un monde saturé de bruit, il avait enfin appris à écouter, non pas avec des oreilles, mais avec des yeux qui ne se fermaient plus jamais. Morale de l'histoire. La loyauté ne se teste pas dans les moments de confort, mais dans l'adversité. Le véritable amour ne vacille pas face aux changements de circonstances. Il perdure, protège et reste fidèle. Ceux qui ne vous aiment que lorsque le soleil brille vous abandonneront dans la tempête. N'ayez jamais peur d'ouvrir les yeux sur la vérité, même si cela signifie faire semblant de ne pas voir. Car parfois c'est dans l'obscurité que nous découvrons vraiment qui était réel depuis le début.